Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mercredi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre avec vous à l'animation de Côte-Nord Attitude. Ce mercredi midi, je suis en compagnie de Valérie Dionne. Bonjour. Bon midi, Jean. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, t'as-tu perdu tes élections hier? Écoute, comme je n'ai pas voté, j'ai pas nécessairement perdu, mais je te dirais que mon choix ne se serait probablement pas arrêté sur Donald Trump. Oui, surprise comme tout le monde quand même, j'imagine. Hein? Beaucoup de Québécois sont levés avec la surprise de voir que Donald Trump, contre toute attente, même aux États-Unis, les gens qui sont le plus dans la misère ce matin, c'est les sondeurs, hein, parce que personne ne l'avait prédit, ou très peu. Je pense un sondage sur 60 là dans les firmes sérieuses du côté des États-Unis dans les derniers jours. On va en parler un petit peu de l'élection américaine, peut-être voir les impacts chez nous aussi à travers ça. J'ai invité un professeur d'économie au Cégep de Sept-Îles, bien connu, Jacques-René Giguère, connu aussi pour son implication en politique avec le Parti québécois dans Duplessis, mais c'est un observateur politique de la scène internationale. J'ai hâte d'entendre quelqu'un qui ne va pas parler avec ses émotions. Parce que là, on a beaucoup entendu, même moi, là, ce matin, j'avais de la misère un peu à amener tout ça puis à en parler parce que j'étais comme un peu abasourdie par cette nouvelle-là. Donc, d'avoir quelqu'un qui est capable de faire une analyse là et de nous dire ça va-tu être si pire que ça, je pense que ça va être bien intéressant. Oui, toi, tu t'es pas réveillé à 2h du matin comme Daniel pour écouter le premier discours à la nation de Donald Trump? Je te dirais, je faisais un petit dodo dans ce temps-là. Valérie, en première partie de l'émission, on va d'abord parler de plusieurs sujets politiques. Il y a le président de la Fédération québécoise des municipalités, une fédération qui s'occupe beaucoup là de la ruralité, des petites villes au Québec, des MRC également, ça regroupe les préfets, plusieurs maires aussi. Vraiment, plusieurs dossiers politiques à cette fédération là qui peuvent concerner une région comme la nôtre. Richard Lehoux est président de la Fédération québécoise des municipalités. Il est en tournée à travers le Québec. Hier, c'était sur la Côte-Nord. On parle entre autres des télécommunications. On souhaite Internet haute vitesse partout au Québec. Cette fédération, ils travaillent très, très fort. On le sait, il y a des gens à l'écoute qui sont pas branchés très, très rapide. Le cellulaire, même chose. On parle de l'industrie forestière, de la nouvelle loi sur la gouvernance au Québec. Un peu tout ça. Vers 12h15, une entrevue avec Richard Lehoux. Il est président de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. Tout de suite après, on s'entretient en direct avec Joëlle Vaillancourt, qui s'implique encore une fois, Joëlle. Effectivement, la mannequin originaire de Sept-Îles qui s'implique dans la semaine Le Poids sans commentaire de l'organisme Équilibre, et c'est jusqu'au 11 novembre prochain. Joëlle Vaillancourt qui s'implique de plus en plus dans la cause justement de la diversité corporelle et de l'acceptation de soi. Je sais qu'elle fait beaucoup de conférences, et là, dans le cadre de cette semaine-là, elle a écrit un texte qui est assez coup de poing. Je dirais qu'il déjà le titre, il s'appelle « Je suis un monstre hideux ». Donc ça vous donne une idée un peu du genre de texte que c'est, mais moi je trouve ça hyper inspirant. Donc j'ai hâte qu'on parle avec elle justement de cette fameuse image corporelle qui nous obsède plus souvent qu'autrement. Elle a dit sur son blog à la fin là, justement, ce qui est triste là-dedans, c'est qu'elle reçoit encore beaucoup de messages de jeunes adolescentes là qui malheureusement vivent mal à l'adolescence. On le sait, souvent on peut être victime de moqueries. Joëlle l'a vécu d'ailleurs. On va parler de tout ça avec Joëlle Vaillancourt, Mike Quintaille plus originaire de Sept-Îles vers 12h25. Tout de suite après, ce sera notre entretien en direct avec le professeur Jacques-René Giguère pour parler des résultats de l'élection aux États-Unis. Et en fin d'émission, on a une chronique économique. Russell Tremblay de Développement économique Sept-Îles sera avec nous. C'est le fun de parler un peu. Tu sais, on parle beaucoup de diversification de l'économie, mais comment ça se fait la diversification? Faut miser sur nos forces. Et quelles sont nos forces à cette île? C'est ce qu'on va expliquer à la chronique économique avec Développement économique Sept-Îles et Russell Tremblay en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, ce qu'on vous propose à l'instant, c'est un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Mais d'abord, la mine de Rio Tinto Fer et Titane au nord de Havre-Saint-Pierre produira encore au ralenti en 2017. Le syndicat des métallos a eu la confirmation de la compagnie. Les métallos estiment que Rio Tinto ne respecte pas ses travailleurs qui ont déployé beaucoup d'efforts pour réduire les coûts de production à la mine Tio. Le syndicat constate que l'entreprise a commencé à s'approvisionner à l'extérieur du Québec et menace d'augmenter la quantité de minerais importés à son usine de Sorel. Rio Tinto prévoit hausser sa production de titane de 22% en 2017, mais en opérant la mine pendant seulement 24 semaines comme l'an dernier. On ne fera pas de cadeau à une compagnie qui préfère faire venir son minerai d'Afrique plutôt que de faire travailler les gens d'ici, clame le directeur québécois des métallos, Alain Croteau. Le coordonnateur des métallos de la Côte-Nord, Nicolas Lapierre, rappelle que toute la région s'appauvrit avec la décision de Rio Tinto concernant la mine de Havre-Saint-Pierre. Les gens de Pentecôte voient surtout des avantages au projet Apuit prévoyant la construction d'un parc éolien de 600 millions de dollars à 7 km du village. Le conseiller municipal de Pentecôte, Alain Thibault, calcule que le chantier va offrir des jobs à proximité. Il se réjouit du fait qu'il n'y aura pas d'expropriation pour les gens qui ont des chalets. Plusieurs ont adressé des questions aux promoteurs. Les éoliennes seront situées à 500 mètres d'un bail de villégiature. Selon Alain Thibault, le projet est bienvenu à Pentecôte. Il ne nuit pas aux autres activités économiques locales comme les Bleuetières, la Tourbière et l'usine de Tourbe. La ville de Port-Cartier recevra 500 000 $ annuellement en redevance lorsque le parc éolien sera en production. Alain Thibault espère que l'argent reviendra à Pentecôte, notamment pour répondre aux besoins des citoyens en eau potable. La consultation sur le projet éolien de la nation Innu amorcée à Ouachat la semaine dernière s'est poursuivie à Pentecôte hier. Les promoteurs du projet Apuit s'installent à l'agora du CREC de Port-Cartier entre 15h et 20h aujourd'hui et les séances d'information se terminent demain à la salle communautaire de Magnoténam. Hey, t'es bonne en prononciation en langue Innu, toi. C'est pas facile, Apuit, surtout qu'il y a un A quand on l'appelle, là, qui est peut-être pas d'affaire là. On continue nos actualités. La Chambre de commerce de Sept-Îles garde le cap sur la diversification de l'économie pour la prochaine année. Le nouveau président du regroupement de près de 400 personnes du milieu des affaires, Steve Chapado, voit l'avenir avec enthousiasme malgré le ralentissement lié au cycle minier. La Chambre de commerce a renouvelé son conseil d'administration lors de son assemblée générale récemment. Steve Chapado anticipe de beaux défis lors de son mandat à la présidence. Je me suis donné comme mandat personnel, comme nouveau président de la Chambre de commerce, c'est réinstaurer un climat de confiance au niveau de la communauté d'affaires. On peut facilement tomber dans des exemples où oui, ça va mal, mais il reste qu'il y a des opportunités, malgré que oui, on est dans un contexte, c'est pas facile, il y a des opportunités pour nos entreprises. La Chambre de commerce de Sept-Îles organise 3 activités la semaine prochaine, dont un dîner-conférence avec le président-directeur général d'Investissement Québec, Pierre-Gabriel Côté, qui viendra expliquer le rôle de son organisation dans une région comme la nôtre et faire le point sur le projet Mine-Arnaud. De passage à Sept-Îles dans le cadre de la consultation sur la réussite éducative hier, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, a apprécié la qualité des interventions des gens du milieu de l'enseignement. Le ministre croit que l'exercice est utile puisque tout le système de l'éducation du Québec peut être remis en question avec la première politique de la réussite éducative qui sera déposée au printemps. Ce matin, je suis très impressionné par la qualité des interventions. Puis c'est un travail extrêmement enrichissant et très utile pour la suite des choses. Les gens profitent de l'occasion pour me parler des beaux exemples de réussite, des défis, des difficultés, mais aussi de propositions qui sont très concrètes pour l'avenir. Le ministre a été saisi de la réalité régionale. Il se dit conscient des besoins pour améliorer la réussite scolaire chez les Autochtones. Plusieurs représentants du milieu de l'éducation et des citoyens ont exprimé leur point de vue hier dans le cadre de cette consultation. La Fédération québécoise des municipalités invite les gouvernements de Québec et Ottawa à investir plus rapidement dans les télécommunications pour rendre Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire disponible partout. Le président de la FQM, Richard Lehoux, a discuté des nombreux secteurs qui ne sont pas desservis lors de son passage sur la Côte-Nord hier. La FQM a formé un comité avec des maires, la ministre québécoise responsable du plan numérique, Dominique Anglin, qui gère un fonds de 100 millions de dollars, et le ministre
organisme fédéral responsable des télécommunications qui, lui, dispose de 500 millions sur 5 ans. La Fédération souhaite ainsi une planification harmonieuse de ces investissements pour desservir tout le Québec avec la haute vitesse le plus tôt possible. Dans le cadre des rendez-vous du président 2016, Richard Lehoux a rencontré plusieurs maires et préfets de la Côte-Nord aux Escoumins hier après-midi. Nous l'aurons en entrevue sur nos ondes dans quelques instants. Et l'entreprise Métaux Canadien a confirmé hier qu'elle choisit Bécomo plutôt que Matane pour l'implantation d'une usine de transformation de silicium. La compagnie minière est à l'étape d'une étude de préfaisabilité. La Corporation économique, innovation et développement Manicouagan paiera la moitié de la facture. Le projet pourrait créer 200 emplois directs et représente des retombées de 300 millions de dollars lors de la construction. L'usine produirait du silicium métal pour la production d'alliages, la fabrication de silicone, de panneaux solaires et de batteries lithium. Voilà, ça complète ces informations régionales. Attitude. Quand on pense au temps des fêtes, on pense au réveillon. Mais des occasions de festoyer, il y en a bien avant ça. Chez IGA, on appelle ça des pré-veillons. Une fondue avec les amis le 8 décembre, un gros souper de famille le 11, un petit souper romantique le lendemain, ou encore le traditionnel dîner chez grand-maman le 17. Vous allez bien prendre un peu de pâte à viande. Pour l'occasion, jusqu'au 9 novembre, le veau haché maigre en emballage familial est à seulement 2,49 $ le livre. Cette année, préparez-vous de beaux préveillons avec IGA. Nouvel arrivage au plus grand magasin de liquidation sur la Côte-Nord à Sept-Îles. La liquidation du 460 Place du Commerce a reçu plus de 150 000 $ de nouveautés. De plus, ils sont maintenant dépositaires d'une filiale Costco. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai dit d'une filiale Costco. Donc, plus de choix et des nouveautés à la liquidation toutes les 2 semaines. N'oubliez pas, la liquidation du 460 Place du Commerce vous offre le financement de vos rêves. Aucun crédit refusé. Passez nous voir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Eh bien, le président de la Fédération québécoise des municipalités de passage sur la Côte-Nord, dans le cadre de ce qu'on appelle les rendez-vous du président 2016, Monsieur Richard Lehoux est avec nous. Bonjour, Monsieur Lehoux. Bonjour, M. Saint-Pierre. On fait cette visite en Haute-Côte-Nord, là. C'est une région bien vaste, la Côte-Nord. Ça s'aurait été difficile de faire toutes les MRC, là. Effectivement, mais aussi, je le dis tout de suite, on va se reprendre là, en début 2017 pour aller un petit peu plus loin encore là, du côté là, de Havre-Saint-Pierre et tout ce secteur-là, parce que c'est sûr que la région est très, très vaste et puis on peut pas demander aux élus de faire 3 heures de route là, pour venir à une rencontre. C'est qu'on l'organise comme en 2 temps. C'est que c'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui ici là, du côté des Escoumins. Et vous allez rencontrer justement les préfets de notre région, plusieurs maires, des conseillers également, j'imagine. Vous allez m'expliquer, M. Lehoux, bon, il y a l'Union des municipalités du Québec, le président vient nous visiter à Sept-Îles, là, et l'invité de la Chambre de commerce la semaine prochaine. Vous, c'est la Fédération québécoise des municipalités. C'est quoi la différence? Il y a quand même une différence importante. La Fédération québécoise des municipalités, c'est 1000 municipalités et MRC membres chez nous. Sur 1130 municipalités au Québec, on en a tout près de 1000 qui sont membres de la FQM. Et sur ces 1000 municipalités membres-là, tout près de 700. Population inférieure à 2000 de population. Fait que nous, on représente vraiment les petites municipalités dans toutes les régions du Québec, que ce soit sur la Côte-Nord, en Abitibi, en Gaspésie. On est présent sur tout le territoire du Québec, vraiment pour représenter le milieu rural, les petites municipalités. Ça veut dire qu'un secteur comme ici, Sept-Îles, Port-Cartier, il y a de la ruralité, il y a des secteurs urbains aussi. Nos villes sont membres de l'Union et notre MRC est membre de la Fédération. Finalement, on a un pied d'un deux. Tout à fait, parce que je vous dirais, la presque totalité des 87 MRC, je pense qu'il y en a 85 sur les 87 qui sont membres à la FQM. Je pense que la réalité est aussi là, le fait qu'on représente là, toutes les petites municipalités dans toutes les régions et avec cette représentativité au niveau des MRC aussi. Nous, c'est sûr qu'on n'enlève rien à ce que l'autre association, l'UMQ, fait, mais nous, on fait notre part du côté des petites municipalités pour vraiment soutenir et défendre nos municipalités locales. On vient de passer à travers notre congrès là, qui était le 30 septembre et 1er octobre dernier. On a au-delà d'une vingtaine de résolutions là, qui font en fin de compte notre cheval de bataille pour les prochains mois
mois, la prochaine. Et c'est là-dessus un peu qu'on consulte les gens. Le rendez-vous du président, c'est une discussion large sur ce qui se passe en région, sur les priorités de votre fédération? Tout à fait. Suite aux éléments qui ont été soulevés à l'Assemblée générale, il y avait déjà un plan de masse au niveau de la fédération pour les grands enjeux que l'on aurait à débattre dans la prochaine année. Et on vient sur le terrain. Pour moi, c'est très important comme président depuis mon élection en 2014. J'ai une trentaine de rendez-vous de fait dans toutes les régions du Québec pour vraiment aller chercher le pouls des élus locaux dans chacun des milieux pour bien comprendre la réalité qu'ils vivent, parce que souvent, une problématique semble être la même partout au Québec, mais dans la réalité, dans la façon de trouver les solutions, ça peut être très différent d'une région à l'autre. C'est clair que pour nous, c'est très important la Fédération de venir prendre ce pouls-là pour être encore mieux, si je peux me permettre l'expression, grondé aux réalités du terrain. Un des bons dossiers politiques qu'on a à votre fédération, c'est la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Là, entre autres, le maire d'Anticosti, un petit groupe de maires qui sont intervenus récemment dans le cadre de cette loi-là. C'est la MRC de la Mingani, c'est une de celles qui sera intéressée parce que vous défendez dans ce dossier-là. Oui, tout à fait. Puis je pense qu'on a eu une très, très bonne discussion lors de la plénière de notre congrès le samedi matin du 1er octobre dernier. Et la résolution qui a émané de cet échange-là est très, très clair. Puis pour nous, ça allait dans le même sens que ce qu'on avait défendu en commission parlementaire un petit peu plus tôt en août dernier de la part de la Fédération, c'est que le projet de loi dans sa forme actuelle, surtout à ce qui est aux hydrocarbures, il est inacceptable. C'est clair qu'il faut vraiment reconnaître dans cette loi-là la pertinence que les municipalités locales et les MRC, par le biais des schémas d'aménagement, puissent définir des zones où on ne veut pas qu'il y ait d'exploitation. Et dans le projet de loi actuel, on n'a pas cette reconnaissance-là, en fin de compte, que le milieu local peut définir certains secteurs où il n'y aurait pas d'exploitation gazière ou pétrolière. C'est clair que pour nous, s'il n'y a pas de modification importante d'apporter au projet de loi, la résolution de l'Assemblée générale l'a reconfirmé. On ne peut pas être d'accord avec ce projet de loi. Un autre dossier assez important chez vous, là, on parle de la gouvernance de proximité. Hein, on le sait, les conseillers, le conseil municipal, c'est souvent des gens assez proches. Un citoyen a plus l'occasion de voir un élu municipal qu'un député ou un ministre dans sa vie ou dans une décennie. Là-dessus, il y a quand même une loi, des changements importants. Le gouvernement du Québec qui parraine tout ce qui est municipal au Québec. Est-ce qu'on est satisfait de ce vers quoi on se dirige pour la gouvernance de proximité, finalement? C'est sûr que vers quoi on se dirige, on a bien hâte de voir le résultat concret parce que nos revendications sont faites depuis un bon moment. On a encore rencontré dernièrement le ministre pour enrichir cette information-là. Vraiment mentionner avec des exemples concrets la pertinence, en fin de compte, de reconnaître cette gouvernance de proximité. Que les élus locaux, les élus par le biais aussi de leur MRC, parce que je pense qu'il y a une instance qui est importante aussi à souligner et à reconnaître dans tout cet exercice-là, c'est nos municipalités régionales de comté, nos MRC. De plus en plus, dans nos petites municipalités locales, on n'a pas toujours les outils, en fin de compte, et les ressources pour, en fin de compte, se donner les meilleurs outils sur le terrain, mais en se regroupant autour de notre MRC, là, on a cette meilleure capacité d'aller rejoindre cet objectif-là. Et pour nous, ce qui est important, c'est qu'on reconnaisse ça aussi par le biais de cette loi sur la gouvernance de proximité, parce que l'on pense à l'aménagement du territoire, au schéma de couverture de risque incendie, au plan de gestion de matières résiduelles, nommez-les, les plans de développement de la zone agricole. On a un tas de planification que l'on a fait au niveau de nos territoires de MRC. Et lorsqu'on arrive pour les appliquer, on a d'énormes contraintes à répondre, en fin de compte, à des grandes exigences gouvernementales, des grandes orientations. On a peu d'adaptation en lien avec les particularités de chacun de nos territoires et c'est ce qu'on espère voir dans cette nouvelle loi-là. C'est vraiment cette reconnaissance, en fin de compte, que l'on tient compte de la réalité de chacun des milieux parce que une problématique, qu'elle soit ici du côté de la Haute-Côte-Nord ou qu'on soit chez nous dans Chaudière-Appalaches, souvent la façon de le résoudre peut être différente, mais qu'on donne l'opportunité aux élus locaux d'assumer leurs responsabilités. Ils sont imputables au même titre qu'un député peut l'être et comme vous l'avez dit si bien d'entrée de jeu, c'est clair que moi, comme maire de ma municipalité, je sors pas souvent à mon épicerie ou à mon poste d'essence sans me faire interpeller sur différents sujets. Fait que la proximité des citoyens, elle est là. L'imputabilité, elle est là aussi aux 4 ans. On est imputable des gestes que l'on a portés. Moi, je pense qu'on doit avoir cette latitude-là. En tout cas, on le souhaite fortement que dans ce projet de loi-là, on viendra reconnaître. Monsieur Leroux, je trouve qu'à votre fédération, dans vos congrès, entre autres, vous discutez de plein de sujets qui sont intéressants pour une région comme la Côte-Nord, entre autres les télécommunications. Chez nous, on n'a pas encore Internet haute vitesse
partout, là, dans les villages et même dans certains quartiers. Le transport collectif, les infrastructures du gouvernement fédéral également, pour notre route 138 puis pour nos municipalités. C'est tous des bons sujets là où vous défendez les régions finalement. Tout à fait. Puis entre autres, quand vous parlez de télécommunications, puis j'étais en mesure de bien le saisir en m'en venant chez vous. Votre cellulaire a arrêté à un moment donné, vous, hein? À plusieurs reprises. Que je pense qu'il y a un enjeu qui est majeur là. La Fédération, depuis cet été, a mis beaucoup d'emphase. On a un comité avec différents élus de toutes les régions où il y a des problématiques là importantes. Et on a mis à la table la ministre du Développement économique qui est aussi responsable du plan numérique, Mme Andelade. Elle était présente lors de notre congrès à la fin septembre dernier. Elle a bien pris connaissance en fin de compte des enjeux et la pertinence de s'asseoir autour de la table. Nous, on a dit qu'il faut vraiment que ce problème-là, pour trouver sa solution, que l'ensemble des intervenants soient assis à une même table, ce qui veut dire les élus municipaux, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Je pense qu'il y a un message aussi qui a été passé à nos députés fédéraux. Je pense qu'ils n'étaient pas présents lors de cette rencontre-là, mais j'ai compris qu'ils devraient l'être lors des prochaines parce que ils ont un rôle important à jouer. On a mis des argents au fédéral dans le dernier budget en lien avec l'amélioration de toute la question de l'Internet haute vitesse et de la téléphonie cellulaire, mais aussi toute la question de la réglementation. On comprend que ça relève du gouvernement fédéral, toute la question du CRTC. Je pense que si on assoit tout le monde autour de la table, on devrait être en mesure de trouver des solutions et ne pas non plus prendre ces argents-là, le 100 millions que le Québec doit remettre sur la table, mais à la disposition, le 500 millions sur 5 ans que le fédéral remet. Qu'on ne soupoude pas à gauche et à droite, qu'on fasse vraiment qu'on se fasse une vraie planification de comment est-ce qu'on va le desservir l'ensemble du territoire québécois de façon adéquate. On a fait l'électrification du Québec dans les années 40-50, ça a bien fonctionné. Pourquoi qu'on ne serait pas capable de faire la même chose dans les années actuelles pour desservir Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire? On peut pas penser. On fait du développement économique dans nos régions et qu'on va habiter, en fin de compte, puis occuper ce territoire-là si on n'a pas ces outils-là qui sont indispensable en 2016. En terminant, là, je vois dans votre dernier communiqué de presse à la Fédération québécoise des municipalités qu'on intervient aussi dans des dossiers économiques suite au forum Innovation Bois. Je pense que c'est le préfet là, au Lac-Saint-Jean, Maria Chapdelaine, la MRC, M. Boivin, qui était là, qui est intervenu. Vous, est-ce que vous avez confiance? L'industrie forestière, là, on a perdu beaucoup d'emplois dans une région comme la Côte-Nord, particulièrement où vous vous trouvez présentement, en Haute-Côte-Nord. Là, vous avez confiance que le gouvernement a un bon plan pour notre industrie forestière? Je pense qu'on se donne les bons outils, en tout cas à ce moment-ci. La nomination de M. Raymond Chrétien, je pense que c'est des outils qui sont très importants parce qu'il faut vraiment faire reconnaître l'effort que le Québec a fait dans les dernières années avec son nouveau régime forestier pour relancer cette industrie-là qui est un moteur économique pour au-delà de 200 municipalités qui sont vendues chez nous au Québec. C'est clair que c'est en mettant en fin de compte toutes nos forces en commun qu'on va, j'ose l'espérer, trouver une solution et faire reconnaître l'importance et puis le bien fondé du régime forestier que le Québécois s'est donné, de le faire reconnaître à l'intérieur ici du Canada. Je pense que M. Chrétien va aussi avoir le travail de bien le faire connaître du côté américain pour que l'on arrête de nous mettre des barrières parce que dans le sens où je pense que le régime qu'on s'est mis en place depuis 2013 répondrait adéquatement aux revendications américaines. Mais pour cela, il faut faire aussi toute la question là, du front commun avec l'ensemble de l'industrie au Canada. Là. Puis je pense que les outils que le gouvernement du Québec s'est donné en l'occurrence, et puis avec M. Chrétien, avec nous, la Fédération, c'est sûr que tout ce que l'on peut apporter, c'est la concertation des élus municipaux dans toutes les régions, l'importance que ça peut avoir comme développement économique, comme moteur économique dans nos régions. Fait que c'est sur cet angle-là qu'on continue à suivre ce dossier-là de très, très près. On est très impliqués, puis je pense qu'on va continuer de l'être parce que c'est un enjeu de développement pour nos régions très important. Eh bien, Richard Lehoux de la Fédération québécoise des municipalités, de passage sur la Côte-Nord dans le cadre des rendez-vous du président. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour les gens de Port-Cartier, cette île-là. Ça me fait plaisir, M. Jean-Pierre, puis à une prochaine fois. Attitude. Les communautés membres de la Nation Innu, Boralex et RES souhaitent vous rencontrer afin de vous présenter l'avancement du projet éolien à Puit. Des séances d'information auront lieu le mercredi 9 novembre de 15h à 20h30 à l'Agora du complexe récréatif et culturel de Port-Cartier et le jeudi 10 novembre de 15h à 20h30 à la salle communautaire Tuican à Magnotenam. Une équipe sera sur place pour répondre à vos questions et échanger avec vous. Il s'agirait du premier parc éolien sur la Côte-Nord. Pour plus d'informations, rendez-vous
Rendez-vous au www.apuiat.com. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Valérie, on est en plein cœur de la semaine, comment qu'on appelle ça, le poids sans commentaire. Oui, on exactement. est mercredi, ça se poursuit jusqu'à samedi et la cause interpelle une dame de cette île qu'on connaît bien, Joëlle Vaillancourt. Elle est avec nous au bout du fil présentement. Bonjour Joëlle. Bonjour. C'est une cause qui t'interpelle, le poids sans commentaire. On a lu d'ailleurs ton commentaire à toi sur ton blog aujourd'hui ou hier, ça parle là. Oui, parce que en fait le poids, les commentaires sur le poids, c'est pas quelque chose qui en fait, ça va vraiment être ravageur tant pour les personnes en surpoids que les personnes qui sont minces. En fait, c'est vraiment une question d'estime de soi. Oui, tout à fait, c'est ça. Puis c'est important de faire la nuance parce que c'est pas seulement pour les gens qui ont un surplus de poids, là, même ceux qui peuvent avoir un corps bon, tu sais, ouais, mais même des gens qui n'en ont pas de problème de poids, tout commentaire sur l'image corporelle fait mal, là. Oui, mais je sais pas, moi, une femme qui est plutôt mince va se faire dire, ben voyons, tu manges 4 gâteaux, t'engraisses pas, t'es chanceuse. Va autant avoir des effets négatifs par rapport à ces commentaires-là qu'une personne qui est plutôt ronde, qui va avoir dit, ben là, tu manges 4 gâteaux, toi, tu sais. Fait que c'est toute une question d'estime de soi. Et je dis souvent que être belle et se sentir belle sont deux choses totalement différentes. Puis c'est le message que j'essaie beaucoup de passer aux gens avec mon blog, justement, puis le billet que j'ai écrit pour cette semaine-là. Tout d'abord, la semaine, le poids sans commentaire de l'organisme Équilibre, là, c'est quoi? Peux-tu nous l'expliquer? C'est quoi cette semaine-là? Oui, ben en fait, c'est la 5e édition cette année et c'est Saskia Thuot qui est la porte-parole pour une 2e année. Et c'est un peu pour sensibiliser la population sur justement les effets ravageurs que peuvent avoir les commentaires sur le poids. Comme on l'a dit spécifiquement, autant les gens minces, les gens gros, c'est vraiment une question d'estime de soi. C'est le message que je répète toujours, mais c'est vraiment ça. Ouais, puis toi, tu t'impliques beaucoup dans cette cause-là. Je vois souvent passer, tu donnes des conférences un petit peu partout. Ouais. C'est une cause qui te tient à cœur. Oui, parce que justement, moi, j'ai eu toutes sortes de poids dans ma vie. Ça a commencé, en fait, quand j'étais jeune. J'ai vécu beaucoup d'intimidation parce que j'avais toujours une corpulence qui était... en tout cas, j'ai toujours été la plus grosse de ma classe jusqu'au secondaire. Et j'ai vécu l'intimidation par rapport à ça. Par la suite, j'ai décidé à l'université, justement, de vouloir me prendre en main. J'ai tombé dans les régimes jusqu'à m'en rendre malade avec l'hyperphagie boulimique, qui est un trouble alimentaire. Et j'ai tout repris le poids que j'ai perdu. Donc, j'ai vraiment compris c'était quoi l'impact, en fait, du poids sur l'estime qu'on a de soi-même. Oui, et puis sur la santé aussi. Tu sais, là, toi, tu t'en es rendu malade, là, avec cette obsession-là. Oui, je m'en suis rendue malade. Puis, je pense que c'est quelque chose qui est très commun dans la société, de vouloir contrôler son image corporelle, contrôler ce qu'on mange, s'entraîner à outrance. Donc, c'est même des fois valoriser cette espèce d'être focusé sur son alimentation, sur son image corporelle, mais c'est pas sain. Puis, c'est ça que j'essaie de défendre, en fait, auprès de mon blog, puis auprès de mes conférences. Et bravo de le faire, Joëlle. Ben, tu sais que dans une entrevue en co-animation comme ça, il faut qu'il y en ait un des deux qui joue l'avocat du diable. Ça va être moi ce midi. Là. Tu sais que des fois, c'est naturel. Il y en a tellement des mots méchants qu'on s'en aperçoit pas. C'est pas tout le temps de la mauvaise volonté des gens. On va parler tantôt de l'adolescence. Là. Des fois, malheureusement, les mots sortent tout seuls. C'est pas pour faire mal, mais ton message, c'est dire à un peu tout le monde, tournez-vous la langue cette fois dans la bouche avant de parler, comme disait ma mère. Ben oui, t'as bien raison, parce qu'en plus, c'est tellement des commentaires qui sont imbriqués dans notre culture, qui sont imbriqués dans cette espèce de culture qui est accro à l'image, qui est accro à avoir une image très léchée, puis on va avoir une espèce de vocabulaire qui va être normalisé, en fait, par rapport à ça. Puis c'est un peu ça, cette semaine-là, c'est un peu prendre conscience du vocabulaire qu'on a, puis des mots, les impacts qu'on peut avoir chez les gens. C'est ça, parce que des fois, c'est même sans le vouloir, tu sais, même des gens qui sont pleins de bonne volonté. Il y en a trop des mots qui nous viennent naturellement, des fois, au regard. Le jugement, il est on les proche. dira pas ce midi, là, mais il faut se retenir. Ben oui, c'est vrai. Puis, tu sais, juste moi aussi, j'en ai, mais mettons que quelqu'un me dit, toi, t'as un beau visage au moins. Mais juste le au moins, ou toi, tu as un beau visage, mais pourquoi est-ce que je peux pas juste être belle au complet? Tu sais, c'est toute cette espèce de mentalité-là par rapport à la grosseur, par rapport à...
pourquoi est-ce qu'une femme ou un homme, parce que les hommes aussi sont touchés par les problèmes d'image corporelle, pourquoi est-ce qu'on peut pas juste être belle au complet? Et c'est parce qu'il faut faire attention à tout le monde, hein, aussi. Il y a des femmes qui sont taille plus, qui sont bien dans leur peau, puis qui sont fortes, puis qu'ils sont capables de prendre les jokes, puis de les retourner de bord aussi. Mais il faut penser aussi qu'il y a des personnes plus sensibles, qui ont peut-être un manque d'estime de soi à cause de ce qu'elles ont vécu. Puis c'est avec ces personnes-là qu'il faut faire attention. Oui, c'est vrai, totalement. Moi, quelque chose que j'ai retenu dans ton texte aussi, Joël, c'est à la fin, quand tu dis qu'il y a une personne sur deux qui est préoccupée par son poids. C'est 50% de la population, là, c'est fou. C'est incroyable. Puis même, je fais des conférences dans les écoles secondaires par rapport à ça, puis j'avais lu justement que plus d'une adolescente sur deux a tenté de maîtriser son poids, même si elles avaient un poids santé. Donc, c'est-à-dire faire de l'entraînement excessif, faire des régimes, donc avoir une espèce de focus par rapport à son poids et tenter de le contrôler. Et ça, c'est totalement néfaste, en fait. Oui, toi, tu reçois plein de messages aussi de jeunes filles, qui disent qu'elles aiment pas leur image et tout. Toi, t'as réussi à t'en sortir de ces problèmes-là. Comment t'as fait pour t'en sortir, justement, puis accepter la fille que t'es? Et c'était une thérapie, en fait. Je me suis levée un matin, j'étais dans les régimes par-dessus la tête. Je m'entraînais pas beaucoup, environ 7 à 8 fois par semaine. Et je mangeais à peu près mon mince 800 calories par jour. Je me suis réveillée un matin. Tout le monde applaudissait mes résultats. Tout le monde me disait « Wow, félicitations, Joël s'est pris en main. Elle maigrit. » Donc, moi, je recevais ces commentaires-là. Et un matin, je me suis réveillée, je me suis dit hey, j'ai le même appartement, j'ai les mêmes éducations, j'ai les mêmes amis, la même famille. Il n'y a rien dans ma vie qui a changé, même si j'ai perdu du poids. Et j'étais pas plus heureuse. Donc, c'est là que j'ai décidé, là, il faut que j'aille consulter. Là, c'était trop pour moi. Et c'est ce jour-là où le psychologue m'a diagnostiqué une dépression et un possible trouble alimentaire que ma vie, justement, j'ai pas eu le choix de tourner à droite, tourner à gauche, puis c'est là que je me suis pris en main puis que j'ai fait une thérapie d'1 an. Mais même aujourd'hui encore, si je m'en suis sortie, c'est un travail de tous les jours faire ça. On est confronté à plus de 300 images médiatiques par jour qui nous font croire qu'on n'est pas assez beau, qu'on n'est pas assez à la hauteur. Donc, tout ça, c'est un travail de tous les jours, l'estime de soi. Et toi-même, tu gagnes ta vie avec ton image en plus. Ben oui, c'est drôle. Hein, comme l'ironie du sort. Oui, j'utilise les médias pour justement vanter une cause, puis c'est les médias en contrepartie qui vont nous montrer une image. J'utilise un peu j'utilise les médias qui sont un peu néfastes, mais d'une façon positive. C'est comme si t'étais infiltré, là, finalement. C'est ça, exactement. Un agent double dans tout ça. Ben écoute, Joël Vaillancourt, merci beaucoup. On invite les gens à aller lire le texte que tu as écrit pour cette semaine-là. Il est sur ton blog à joelvaillancourt.com. Toujours intéressant. Puis on dit un gros merci. Je te trouve bien inspirante, moi. Merci beaucoup. Il y a même d'autres blogueurs de mon blog qui ont participé. J'ai une nutritionniste, une kinésiologue, tout ça, qui collabore à mon blog. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui est pelletage de nuages. C'est vraiment des faits véridiques. Puis, j'essaie de m'entourer de spécialistes. Oui, puis c'est une cause universelle. Hein. Toi, tu l'as vécu à Sept-Îles. Aujourd'hui, tu es du côté de Québec. On serait aux États-Unis, on serait n'importe où. Puis, on le vit, ce problème-là, partout. Ah hein. oui. Je suis même été en Équateur cet été, puis c'est le même problème. Écoutez, Joël Vaillancourt, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous à Côte-Nord Attitude ce midi. Je vous remercie. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Avec les jumelages parfaits Rapu Sandwich plus soupe ou salade chez Tim Hortons pour seulement $5,99, vous créez votre propre combinaison. $5,99, ma propre combinaison. Comme quand j'ai choisi le 1, 2, 3, 4, 5, 6 au loto. Mieux que ça. Pas le 68 pour mon adresse courriel? Non, encore mieux. Le 8, 3, 9, 7, 4 pour mon NIP? Hey, tu viens de dire ton NIP à la radio. Non. Pour $5,99, choisissez votre Rapu Sandwich plus votre soupe ou salade avec les jumelages parfaits chez Tim Hortons. L'offre ne s'applique qu'aux produits de format régulier dans les restaurants participants pour une durée limitée. Taxe applicable en su. Quiz aux bénévoles de l'Opération Nez Rouge. Décrivez ce que vous entendez. Allô, Nez Rouge? Comptable. Blond. Saint-Pied-Neuf. Familial rouge. 4 cylindres. 2006. Il y a un sac de chips entre les deux bancs. Le Club Tech. 62 des Chênes à Saint-Rigaudon. À l'Opération Nez Rouge, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge au 1-866 Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.
Valérie, il y a bien des gens qui cherchent à comprendre ce matin les résultats de l'élection générale américaine. Là, certains sont couchés plus tard pour être sûrs qu'on avait bien compris avant de s'endormir. D'autres se sont réveillés avec la surprise ce matin. Pour essayer de comprendre, moi, j'ai décidé de contacter quelqu'un qui suit de près l'actualité politique internationale, comme au Québec. Il est professeur d'économie au Cégep de Sept-Îles. En plus, Jacques-René Giguère, bonjour. Bonjour. Est-ce que on peut avoir un bon jour aujourd'hui? Ouais. Toi, t'es de ceux qui se sont couchés très tard pour être sûr que tu avais bien compris que c'est M. Trump qui a gagné, là. Je me suis couché tard et j'ai pas compris. Moi, j'ai l'impression un peu que on est comme un peu en lendemain de veille ce matin. On s'est réveillé avec un mal de bloc. Est-ce que ce mal de bloc-là va passer un jour? Difficilement, parce que les dommages qu'il va causer sont incommensurables. Ils vont être énormes. On peut s'attendre à ce qu'en, par exemple, l'ALENA puisse être probablement mise à bas. Ce qui veut dire, c'est pas juste l'idée là, que le Canada va vendre moins tout. C'est que un concept un peu technique, on appelle ça la destruction de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que quand on voyait les camions qui se promènent d'un bord à l'autre de la frontière, c'est qu'on met une pièce au Canada, on envoie ça aux États-Unis pour rajouter une autre pièce, on envoie ça au Mexique, on envoie ça au Canada pour profiter des capacités techniques de chaque pays. Quand on devient très protectionniste comme il veut le faire, ce qu'on bloque, c'est l'entièreté de tout ça. Et ça a des conséquences énormes sur l'emploi. Il y a des gens qui disent, moi, j'exporte pas aux États-Unis, mais moi, au Québec, j'ai mis une pièce sur une pièce qu'on envoie en Ontario, qui s'en va au Mexique, puis qui retourne au Texas. Et tout à coup, moi, je l'aurais pas, cette pièce-là, je la vendrai pas, là. Au moins, il n'a pas prévu mettre un mur de Berlin, là, comme il a prévu le faire pour le Mexique. Le Canada, on aura peut-être des opportunités aussi, qui sait, peut-être des vedettes d'Hollywood qui déménageront. Justement, quand on met ce mur-là entre les États-Unis et le Mexique, ce qu'on met, c'est un mur entre le Canada et le Mexique. Le Mexique est intégré dans l'économie canadienne. Mais ce que beaucoup de gens se demandent, c'est est-ce que, bon, là, ça va être vrai, là, tout ce qu'il a dit dans les derniers mois, et peut-être que le gars pensait pas gagner non plus, là, quand il va être vraiment assis dans le fauteuil du président, je sais pas s'il y a une si grosse marge de manœuvre que ça, le président, là, la personne comme telle, parce que la présidence, c'est quelque chose d'établi qui a déjà une ligne directrice, non? Oui, mais il y a le Sénat qui est aussi fou que lui, la Chambre des représentants qui est là, il y a le contrôle total, là. Et il y a le contrôle total. En termes de loi à passer, on dit la Cour suprême peut le modérer, mais la Cour suprême, on sait que présentement, c'est 4-4. Il y a un neuvième juge à nommer. Les républicains ont bloqué le Merrick Garland. Maintenant, évidemment, ils ne l'approuveront pas. Et on va nommer qui? Quelqu'un encore plus cinglé que les républicains qui sont dessus présentement. Quand on regarde au point de vue politique, ce matin, qui était le plus joyeux homme de la planète? Monsieur Poutine, oui. Ils ont de l'estime un pour l'autre, semble-t-il. Ben, de l'estime. Ça change la donne, ça? On n'est plus en guerre froide partout, là. Mais c'est l'estime d'Hitler pour Mussolini, ça. Ouais. Avec Poutine dans le rôle de Hitler, puis l'autre dans le rôle du bouffon. Ça change quand même totalement la donne, là. On n'est plus dans la guerre froide pantoute, là. Non. Imaginez là, que vous êtes le président de la Pologne ce matin et vous vous demandez, moi, évidemment, je me méfie des Russes et je les haïs, ils sont sur ma frontière. J'étais dans l'OTAN, mais par contre, j'aime bien les hommes autoritaires parce que dans l'Europe de l'Est, maintenant, c'était des élections en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie. C'était failli être très proche en Autriche, puis la prochaine, c'est clair que ça va être quelqu'un d'extrême droite. Et là, je me dis, moi, j'ai quelqu'un, justement, de brutal comme ça, mais il m'a dit que l'OTAN ne me protégeait plus. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant en politique étrangère si je suis le président de la Pologne? Moi, si je suis le commandant du bataillon canadien qui est en Lituanie, qui était là pour servir de ce qu'on appelle un trigger, une détente. De sorte que si Poutine envahit la Lituanie, petit pays allié, ben c'est pas des soldats américains qui vont tuer, ça va être des Canadiens, ça nous donne quelques jours encore de réflexion. Si je suis là, moi je pense quoi, là? C'est pas rassurant. Moi, ça me rassure pas. Mais ça dit moi, si je suis Justin Trudeau, est-ce que je pense qu'en bas de moi, j'ai effectivement la plus longue frontière non défendue de la planète? Effectivement. C'est ça. Et on n'a pas le choix de s'entendre avec les Américains, là. Fou furieux. 10 fois plus gros que nous autres. Ça marche dans les deux sens, par exemple. On a besoin d'eux autres de notre sécurité. Ils ont peut-être besoin de nous autres aussi là pour leur sécurité, à moins de le faire, le mur. Oh, boy. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une aviation américaine dirigée par Donald Trump va se préoccuper à savoir s'ils vont avoir la permission pour passer la frontière? Non. Mais je vois pas pourquoi ils viendraient bombarder cette île-là dans les 4 prochaines années. Non, mais posez-vous la question. Les Russes ont été très agressifs en Arctique, dans l'Arctique canadien. Est-ce qu'on peut se défendre contre la Russie? Non, on comptait sur l'aide américaine. Ben oui, c'est par le NORAD et l'OTAN. Là, maintenant,
Est-ce que Trump va nous défendre contre son petit copain Poutine, contre ses revendications légitimes dans une mer froide comme la Russie? Pensez à ça. Ça dit quoi du peuple américain, ça? C'est encore plus con qu'on le pensait, là, mais faites de la politique, faites de l'action sur le terrain, et vous allez voir que des fois, votre monde n'est pas toujours rationnel. On est fin au Québec, là. Allez faire un tour dans la région de Québec. Ceux qui écoutent la radio X, ceux qui écoutent Dominique Moret, ceux qui écoutent Éric Duhem, vous avez pas un beau terreau trumpiste? Oui. Et justement, qu'est-ce que ça envoie comme signal, là? J'entendais beaucoup d'analystes du côté de la France ce matin dire que Mme Le Pen devrait se sentir plus en force pour la prochaine élection. Au Québec, tous les chefs, là, même M. Legault était plutôt pour Mme Clinton. Là. Tout le monde est surpris à l'Assemblée nationale aussi ce matin. Bon. Mais M. Legault a une partie de son démographique. Là, je fais très attention. Je le fais là, comme très observateur sans passion. Une partie du démographique de M. Legault, c'est des trumpistes calmes, qui ne demandent qu'à s'énerver. Moi, j'ai un collègue éminent, un économiste canadien, qui est à l'école Booth de Toronto et qui est basé à London, où il étudie le sud-ouest de l'Ontario. Et hier, il nous tweetait, « Vous avez ri de moi il y a 6 mois, quand je vous disais que dans le sud-ouest de l'Ontario, dans les usines automobiles plus ou moins fermées, whatever, vous avez ri de moi quand je vous ai dit que ça me prend une récession puis un leader. Puis je vous donne Trump. » C'est un peu ça qui est arrivé. Il y a du monde. Le taux de chômage est très bas. Au Québec, il est le plus bas de son histoire. Okay? Le rattrapage, il n'y a plus de chômage au Québec à toute fin que de droit. Là, j'ai des chiffres que je montre à mes étudiants. Et on a rattrapé l'Ontario, on est à la moyenne canadienne. Le Québec n'est plus à l'arrière. Mais pourtant, vous avez des gens, entre autres, par exemple, dans la région de Québec, qui sont prêts à voter Trump. Ils vous le disent. Et c'est les mêmes divisions de classe. Quand Éric Duhem faisait campagne contre des voies réservées pour les autobus en disant que c'est les maudits étudiants qui prennent l'autobus, puis le vrai monde, ils prennent une voiture, puis on ne devrait pas avoir d'étudiants, puis on devrait fermer l'université. Ce qui a surpris tout le monde ce matin, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui voulaient pas le dire au sondage, là, aux sondeurs. Là. Dans la région de Québec, il y a effectivement des gens qui s'expriment sur la place publique, mais il y en a d'autres qui ne pensent pas moins et qui se taisent, mais que quand vient le temps de voter, ils font bien ce qu'ils veulent. Hein? Oui, mais ce qu'on sait, c'est qu'en fin de semaine, jusqu'à hier midi, c'était la panique chez les Républicains. Parce que leur sondage disait la même affaire. C'était la panique chez les Républicains. Ben, c'est Ils ça. pensaient être écrasés jusqu'à l'heure du midi. Les grands perdants ce matin, c'est les sondeurs. Il n'y a personne qui l'a vu venir. Personne ne l'a vu venir, mais on ne comprend pas pourquoi des centaines de sondages faits par des dizaines d'organisations à des moments différents, sur des échantillonnages chaque fois différents, par des méthodologies différentes, sont toutes trompés. Moi, ce que je m'explique vraiment mal, et là, écoutez bien, c'est vraiment la femme, la féministe en moi là qui parle, mais ce que je m'explique mal, c'est comment il a pu sortir autant de scandales et de choses complètement incroyables qu'il a dit. Je veux dire qu'il y a bien des femmes qui ont voté pour lui hier. Puis il y en a quand même qui ont dit ça. Moi, ça me fait mal de voir ça. Mais regarde bien, va dans la psychologie du voteur trumpiste. Non, vas-y là, puis aie pas peur de plonger, ça va faire mal. Il ne paye pas ses impôts. Pour un voteur trumpiste, oui, effectivement, quand tu dis ça montre que je suis brillant, les gars disent oui, t'es brillant, toi tu payes pas d'impôts. Je paye pas mes dettes. Si moi je payais pas mes dettes, qu'est-ce que je ferais mieux? Je vais pas à l'école. Imaginez-vous là que vous êtes le gars assez raté, qu'il fonctionne pas très bien, puis il a essayé de troller une demoiselle qui lui a dit écrase coquerelle, essaye pas, pense-y même pas. Puis il dit si j'étais comme Trump, regardez ce que je pourrais faire. Ouais, ben il va changer. Vous avez un gros démographique. Il y a des femmes qui vont dire ouais, mais moi, dans mon parc à trailer, puis faites attention, le parc à trailer, c'est une institution américaine, ça n'existe pas au Québec, là. Et qui vous dit moi, dans mon parc à trailer, c'est de même que ça marche. Mais les hommes, ils sont comme ça, ils sont normaux. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Faites un tour en Alabama ou dans les campagnes du Michigan ou de l'Ohio. Voyagez, faites pas un tour organisé pour aller dans une station spatiale. Tu sais, votre hôtel de tourisme à Miami, là, promenez-vous avec un char loué. Dans les campagnes, dans les petites villes, dans les banlieues vaguement industrielles, de l'Ohio. Moi, c'est là que je passe mes vacances. Je ne vais jamais dans un groupe organisé. Mais là, il va changer, le monsieur. Là, ça se peut pas, le pays qui a décrit dans les dernières années. Il peut pas diriger dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a du positif à quelque part là-dedans? Je lisais entre autres le commentaire de Bernard Rambaud-Gauthier sur son site Facebook. Là, les Américains se sont tenus debout pour changer les choses. Il y a eu de l'audace là-dedans, du courage. Est-ce qu'on y voit des choses positives pour l'économie de la Côte-Nord? Ça augure rien de bon? Aucune. Zéro, non? Notre industrie du fer, ça change rien? On va bloquer les produits chinois.
Nous autres, on vend pas de fer aux États-Unis. On fait juste vendre le fer à la Chine qui envoie des produits aux États-Unis. Voilà. Donc, il n'y a rien de bon pour l'industrie forestière, pour l'aluminium, pour le fer. La seule chose pour l'aluminium, c'est qu'il faut se rappeler que les usines appartiennent à de très grosses compagnies mais là avec, rappelez-vous ce qu'un politicien disait, américain, disait un gros contributeur, tu m'apportes l'argent, mais c'est pas toi qui me donne les votes, c'est eux autres qui votent. Donc, ce qu'un président peut dire à une compagnie comme Alcoa, tu possèdes des usines, ça va te coûter très cher, mais moi, j'ai 1 million de votes qui dépendent de moi fermer mon marché à l'aluminium canadien. Pensez-y. Mais il a quand même été plus modéré, disons, dans son discours après sa victoire. Bon, on a senti une espèce d'ouverture. C'est un nuage de fumée, ça, finalement? Comme disait Adolf Hitler, no more Mr. Nice Guy la prochaine fois. Bon, on va être obligé de vivre avec, c'est ça que ça veut dire. Ben, vivre combien de temps? Là, il est là pour 4 ans? Ça peut être long, ça peut être court. S'il détruit les institutions démocratiques, c'est peut-être la dernière élection normale. Les pratiques de suppression de vote en Caroline du Nord ont fonctionné. Purger des centaines de milliers de Noirs ou d'Hispaniques pour pas qu'ils votent, pensez-vous que ça va arrêter pour les 4 prochaines années? Ouais. Il y a des millions d'Hispaniques puis de Noirs qui ne voteront pas la prochaine fois. En tout cas, il reste bien des choses à essayer de comprendre, à analyser, à voir qu'est-ce qui va se passer également, comment ça va se traduire dans la vraie vie, tout ça. Jean-René Giguère, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous. Si tu avais 3 secondes sur mon écran devant moi, je fais jouer une chanson célèbre des années 30, Tout va très bien, Madame la Marquise. Et ça revient à la mode, ces genres de chansons-là. Tout à fait. Un gros merci. Salut. Côte-Nord. Attitude. Le Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier accueille jeudi, le 10 novembre à 19h30, l'opéra La Traviata. Cette tournée unique des jeunesses musicales du Canada en vaut le détour. L'opéra raconte l'histoire d'amour improbable entre une célèbre courtisane parisienne et un jeune amant idéaliste. Passion, devoir et jalousie se livrent une chaude bataille dans laquelle le sacrifice personnel devient l'ultime don d'amour. Dans une mise en scène captivante, la musique immortelle de Verdi est interprétée par la crème de la relève lyrique canadienne. Une collaboration d'Hydro-Québec, billetterie au 766-0101. Prenez note que le Cinégraphe présente Juste la fin du monde de Xavier Dolan, mercredi, le 30 novembre. De Nashville à la Côte-Nord. Bonjour, ici Jean-Roch Comédie. Ici Julie Derèche. Bonjour, ici Ronald Poirier, le cowboy des îles. Ici Patrick Normand. Bonjour, ici Herman Deb. Ici David Darage. C'est un rendez-vous 94 ans, ce samedi 17h. Pure FM 94.1. La chronique économique vous est présentée par Développement économique Sept-Îles. Pour notre chronique économique ce midi, on parle avec Russell Tremblay de Développement économique Sept-Îles. Bonjour Russell. Allô Jean. Une semaine bien mouvementée dans le domaine économique. 2 semaines même parce qu'il y a beaucoup d'activités la semaine prochaine aussi, entre autres l'événement Savoir à faire. On va justement parler de diversification économique ce midi. Oui, effectivement, là, ça brosse beaucoup au niveau du développement économique. Autant Savoir à faire là, qui se déroule actuellement à Sept-Îles. Je viens tout juste d'atterrir. Il y avait la stratégie maritime là, qui avait lieu à Montréal avec un événement organisé par les affaires. D'ailleurs, le maire de Sept-Îles a fait une excellente présentation là, pour nous positionner au sein de la stratégie maritime, pour expliquer également nos avantages à niveau de tout l'aspect maritime. Donc, c'était très intéressant. On en a justement parlé il y a une quinzaine à notre dernière chronique, Russell. Là, le développement, la diversification de l'économie à Sept-Îles-Port-Cartier, c'est beaucoup ce qu'on vise, ce qu'on souhaite. Hein. On le voit pourquoi, quand on est dans le bas du cycle, là, que le prix du fer est très bas, comme ce fut le cas au cours de la dernière année. C'est souhaité par tout le monde d'avoir une économie plus diversifiée. Oui, vraiment, c'est le terme qui est extrêmement à la mode, mais quand c'est un thème à la mode, faut toujours faire attention avec les modes, hein, parce que des fois, il y a des mécompréhensions. Puis nous, au Développement économique Sept-Îles, c'est sûr qu'on travaille depuis des décennies à essayer de diversifier l'économie de Sept-Îles, mais il faut prendre en considération c'est quoi nos avantages pour diversifier. Parce qu'on peut pas dire on va aller dans tel secteur si on n'a aucun avantage concurrentiel, on va se faire damer le pion par les autres endroits. Fait que nous, là, quand on parle de diversification, il faut que ça rentre dans nos avantages
avantages concurrentiels, nos avantages comparatifs qui vont faire en sorte que cette île peut se démarquer. Quels sont-ils nos avantages concurrentiels? On en relève à peu près peut-être une dizaine. Ça commence par la proximité de la fosse du Labrador. On s'entend que ça, c'est un avantage qui est fondamental pour cette île. La fosse du Labrador, là, un petit rappel, c'est 1200, 1400 km de long, 200 à 300 km de large, et on retrouve beaucoup d'indices de fer dans cette immense plaque là, de minéraux là, dans le nord du Québec. Et le fer qui sort de la fosse du Labrador doit nécessairement passer par cette île, parce qu'on peut pas vraiment faire de port dans le nord à cause que il y a des périodes de glaciation, puis l'industrie du fer doit sortir du minerai de façon de façon quasi quotidienne. Fait que on peut pas vraiment penser à un port dans le nord, et même à l'est, toute la dénivellation du territoire fait en sorte que tu peux pas avoir d'infrastructure ferroviaire qui va relier l'océan Atlantique. Donc c'est vraiment cette île là, qui est la porte de sortie de la fosse du Labrador. Ça, c'est le premier avantage qu'on a. La deuxième chose, évidemment, la baie de cette île, donc le port de cette île. Quand on visite, là, d'ailleurs j'étais à la stratégie maritime comme je disais tout à l'heure, quand on visite d'autres quais à l'échelle de la province, c'est là qu'on voit toute l'aspect grandiose de la baie de cette île, 10 km de diamètre, une douzaine de quais là qui sont tout en opération autour de la baie de cette île. On peut accueillir les plus gros bateaux du monde. On a les îles de cette île qui bloquent l'accès aux grosses vagues à la baie de cette île. Donc pour toutes les opérations maritimes, c'est extrêmement facile là, d'utiliser la voie maritime à cette île. Donc ça, c'est un élément là, qui est fondamental, qui fait en sorte qu'on fait vraiment l'envie de tous les autres ports là, au Québec. Évidemment aussi les infrastructures ferroviaires. Comme je disais tout à l'heure, il y a une seule voie possible au niveau ferroviaire, c'est amener ça vers cette île. Donc ça, c'est un élément qui est un avantage là, qui est intrinsèque à cette île. Et maintenant, un nouvel avantage qui s'est passé, toute la zone industrielle-portuaire, également aussi toute la société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, donc tout l'aspect de Pointe-Noire, le désenclavement avec l'achat par la part du gouvernement, ça c'est un avantage. Donc on voit vraiment qu'il y a divers intervenants gouvernementaux, que ce soit la stratégie maritime, que ce soit la Société du Plan Nord, dans un autre, même également aussi le ministère des Ressources naturelles qui est impliqué là-dedans. Donc, on voit vraiment que la zone de Pointe-Noire a fait figure d'un territoire qu'on veut développer à l'échelle québécoise. Ça c'est un avantage là, qui est extrêmement intéressant. On multiplie là, les intérêts sur Pointe-Noire. Un autre avantage qu'on a, puis qu'on s'en rend pas compte, c'est toute la disponibilité de l'hydroélectricité. Les gens vont nous dire, ouais, mais au Québec, tout le monde a de l'hydroélectricité. Oui, mais sauf qu'ici, on a 20% de la puissance totale du Québec qui transite par le poste Arnaud. Qu'est-ce que ça veut dire pour en termes de développement économique? Ça veut dire que toutes les entreprises énergivores vont être extrêmement intéressées par le site ici. Il y a également aussi une fiabilité électrique qu'on retrouve beaucoup plus parce qu'on est à proximité des barrages. Donc, pour une entreprise comme, exemple, une aluminerie, qui doivent surtout pas manquer d'électricité, d'être située à cette île, c'est un avantage là, qui vaut très cher. Il y a sans doute aussi l'expertise qu'on a développée autour de toutes ces forces-là de notre économie. Oui. On a quand même une main-d'œuvre qualifiée dans notre région aussi, dont plusieurs sont disponibles malheureusement à cause du ralentissement. Oui. On a essayé de développer un pôle savoir, puis on a très bien réussi. Là. Tout ce qui gravite autour du cégep, là, que ce soit le pavillon universitaire, que ce soit le pavillon ArcelorMittal, tous l'innovation qui est faite à l'ITMI, l'Institut de technologie de maintenance industrielle au cégep. On parle de plusieurs chercheurs qui sont là, qui essaient de tout faire, ils font de la recherche appliquée avec les PME de la région, donc font grandir les entreprises de la région. Ça, c'est un pôle de savoir qui fait en sorte qu'on a une très grande force pour toute l'industriel. Également aussi, un autre avantage qu'on a, c'est la présence de beaucoup de grands donneurs d'ordre. Ça, c'est un élément qu'on doit prendre acte, puis qu'on doit prendre conscience que c'est un avantage. C'est aussi un désavantage parce que également, là, quand il y a des cycles qui vont moins bien comme c'est là, ça va beaucoup plus au ralenti. Mais ça reste néanmoins que c'est des grands donneurs d'ordre qui font beaucoup de sous-traitance. Donc, ça, c'est un avantage qu'on a comparativement à d'autres villes là, qui n'ont pas ce genre de grandes entreprises-là. Également aussi, toutes les PME, que ça fait une soixantaine d'années qui font de la sous-traitance pour les grands donneurs d'ordre, ont développé des expertises. Donc ça, c'est des avantages. Puis comment qu'on peut
tirer avantage de ça. Je disais les grands donneurs d'ordre, un des avantages qu'on peut essayer de faire de la diversification, on parle du COMEX. Les PME, on sait qu'ils peuvent prendre les grands donneurs d'ordre pour développer des expertises. Bon, mais une fois que c'est fait, qu'on a développé des expertises, comment qu'on peut, après ça, diversifier notre économie en prenant les PME et en les faisant grandir pour aller ailleurs. On a fait ça avec notre programme Initiative PME, les faire passer de l'autre étape, de dire, bon, ben, cette île, c'est mon terrain de jeu. Maintenant, je peux aller jouer sur les grandes surfaces par la suite. Un autre avantage qu'on a, qu'on se rend pas compte, la présence de la communauté autochtone. C'est une communauté qui est très attachée au territoire. On parle d'un budget qui est équivalent à la ville de Sept-Îles. Donc, c'est un... Puis on sait que même dans les cycles, les Autochtones vont rester quand même à Ouachita Maliotenam, puis même les communautés autochtones viennent se ravitailler à cette île. Donc ça, c'est un autre avantage qu'on a, puis qu'il faut prendre acte, puis il faut trouver des façons à faire en sorte que notre diversification s'inscrive dans nos avantages. Et voilà, puis finalement, ça peut aussi être dans le domaine des industries qu'on connaît déjà. Hein. Un bon exemple, c'est Mines Arnaud, c'est encore le domaine minier, mais ça serait une diversification parce que c'est d'autres marchés, un autre produit. C'est ça, puis en même temps, Mines Arnaud, ça rentre dans nos avantages. Donc, quand on parle du pôle du savoir, on est dans la technologie minérale, on forme des étudiants comme ça. Nos PME travaillent dans l'industrie minière. Mais c'est une diversification parce que là, on suit pas les cycles du fer ou de l'aluminium. Donc, c'est une diversification qui rentre de façon conséquente avec ce qu'on est fondamentalement. On a beau dire ce qu'on veut, cette île, on ne pourra jamais le rapprocher des grands centres de consommation. Les grands centres de consommation sont à plusieurs centaines de kilomètres, puis si on décide d'essayer de viser le marché de masse, on est à une distance qui fait en sorte qu'on a des coûts supplémentaires. C'est très difficile de faire une économie quand on a des faiblesses qui font en sorte que pour ce type de marché-là, on ne pourra jamais avoir des grandes chances de succès. Donc, il faut trouver une façon différente en prenant conscience de ce qu'on est, de nos avantages, mais également nos faiblesses pour être capable de faire de la diversification économique. Et miser le plus possible sur nos forces, c'est ce qu'on essaye de faire beaucoup du côté des organisations comme Développement économique Sept-Îles. Russell Tremblay, un gros merci. On vous laisse continuer cette belle semaine là avec Savoir à faire, tremplin vers le Nord. On peut rappeler quand même qu'il y a beaucoup de projets. Ça va déboucher sur de la diversité économique, probablement, tout ça. Quand on met des cerveaux autour d'une table puis qu'on prend le temps de réfléchir à des nouvelles façons de faire, ça peut juste être positif de prendre ce petit temps d'arrêt-là pour se remettre en question. Un gros merci pour cette chronique économique, Russell. Je te remercie, Jean. La chronique économique était une présentation de Développement économique Sept-Îles. Et puis Valérie, ça complète notre émission Côte-Nord Attitude de ce mercredi 9 novembre. Des sujets très variés. Oui, vraiment. Je sais pas si j'en ressors un peu découragée ou si je continue ma vie comme elle l'était, mais en tout cas, on verra. C'est les lendemains de l'élection qui sont durs à vivre ce matin. Là, on veut comprendre nos amis voisins américains. Ça va prendre quelques semaines avant de comprendre, je crois. On sera de retour demain pour une autre émission Côte-Nord Attitude. Au revoir tout le monde.